Salut à tous, c'est FM Atlantique. On se retrouve pour le troisième épisode de notre série Canaries à Norwich City. Aujourd'hui, dans cet épisode, le but c'est qu'on fasse déjà un bilan du mercato. Donc on voit, on est à la 11e journée de championnat. Le mercato s'est terminé et ça nous permettra de vérifier un petit peu quelles ont été les arrivées et les départs puisqu'il y en a eu en toute fin de mercato. Ensuite, on s'intéressera au début de saison, après 11 journées, quels sont les résultats du club, quelles ont été les stratégies pour en arriver là. On voit qu'on est quatrième. Et puis pour terminer, on s'intéressera au match donc de la 12e journée de Championship qui nous opposera à Hull City à l'extérieur. Ça va être un match assez important puisqu'on se déplace et qu'on voit Hull est sixième, hein, donc à seulement un point de nous. Et puis c'est un match aussi qui pourrait nous permettre potentiellement d'atteindre les deux premières places si jamais on gagnait. Donc un match assez important. Donc on va commencer par regarder un petit peu les transferts. On s'était quitté durant le mois d'août avec une première arrivée simplement, c'était celle de Kemar Roof. Donc j'avais décidé de faire signer un buteur pour accompagner Josh Sargent sur le front de l'attaque. Un buteur d'expérience qui connaît bien la Championship, donc c'était une arrivée que je trouvais plutôt intéressante. Ensuite, j'avais pas énormément de besoins, si ce n'est sur la défense gauche, où il y avait vraiment un besoin de renforcer ce poste. Mais il y avait également, j'avais également envie de recruter des jeunes Anglais. J'en reparlerai dans mes prochaines vidéos, mais le club de Norwich est un club qui a souvent fait connaître des joueurs assez jeunes, et des Anglais, et puis des joueurs qui sont assez qualitatifs. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir aller former ces joueurs, se créer un petit noyau de joueurs là qui ont entre 18 et 23 ans, et puis d'essayer de petit à petit les intégrer dans l'équipe en championship, et puis potentiellement qu'ils puissent devenir des titulaires à plus long terme. Donc ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que j'ai été chercher dans les réserves des grosses équipes anglaises. J'ai été à Chelsea, j'ai été à Arsenal, j'ai été à City. J'étais à United, j'ai regardé un petit peu tous les joueurs qu'ils avaient, et parfois on tombe sur des joueurs assez intéressants qui peuvent nous rejoindre pour pas grand-chose. Et c'est le cas donc de Leikal Samuel, donc un jeune Anglais de 18 ans qui joue défenseur central et qui a énormément de qualité, je trouve, pour son âge. Déjà, on le voit au niveau des tacles, du jeu défensif, c'est vraiment impeccable. Maintenant, je pense que c'est des stats qui peuvent encore se peaufiner. On le voit en vitesse, c'est pas top. Il y a certaines choses encore à améliorer. Au niveau mental aussi, c'est pas encore ultra développé, mais très clairement, on le voit dans le rapport, c'est un joueur qui a le potentiel pour jouer en première ligue dans les années à venir. Donc je suis allé chercher à City pour 700 000 euros. Je pense que c'est vraiment un transfert intéressant, un joueur qui a été donc un peu formé par Guardiola, et ça nous permettra de le développer dans les années à venir. On sait qu'on a ce garçon-là que donc j'ai envoyé en U21 dans un premier temps. Pour l'instant, il sera pas du tout amené à jouer, mais j'imagine que dès cet hiver, quand on va commencer à avoir des matchs qui vont se répéter, que lui va faire je l'espère, des bonnes prestations en réserve. On va pouvoir petit à petit le faire monter, et puis il va pouvoir donc découvrir Carrow Road. Ensuite, la dernière recrue qui a été faite, donc là c'est vraiment un achat de dernière minute qui s'est fait à la toute fin du mercato. C'est Derry John Merkin, donc un joueur de Schalke 04. C'est un joueur, on va le regarder un petit peu dans son parcours qui est assez atypique. Il a commencé aux Pays-Bas, et il a fait pas mal de saisons là-bas entre la première et la deuxième division. Donc c'est un joueur qui avait plutôt fait bonne figure aux Pays-Bas. Il a ensuite été recruté par Schalke en Allemagne. Schalke qui est en deuxième division, hein, simplement, donc il n'a pas connu la Bundesliga. Mais par contre il a connu donc la Bundesliga 2 avec Schalke, et puis pour l'instant c'était plutôt correct. C'est un joueur
qui a des bonnes qualités chez eux. Il m'a intéressé pourquoi? Parce que il a toutes les qualités que j'aime chez un défenseur gauche, c'est-à-dire la projection. Il est capable de jouer très haut, il peut aller jusqu'à milieu offensif gauche. Et même là, il a des très bonnes qualités. On le voit au niveau de l'accélération, c'est assez impressionnant. Le mental, j'en parle même pas. L'agressivité. Moi, ce qui me plaît beaucoup, ce que je regarde beaucoup avec mon style, c'est le volume de jeu. Je vois qu'il a une note de 15 et ça me plaît. Donc globalement, tout était bon, même au niveau des stats défensives. Si on regarde un peu marquage, jeu de tête, tacle, ça reste très correct. Donc c'est un joueur ultra polyvalent qui saura forcément nous épauler et nous aider, sachant qu'on avait vraiment un manque, hein, je le redis, à ce poste-là. On avait juste Chrisen, donc un jeune défenseur gauche de 20 ans qui est arrivé cet été d'Aston Villa. Mais c'était pas suffisant, on avait besoin de ce joueur pour faire jouer un peu la concurrence. Ce recrutement, donc c'est un prêt de Schalke. Il gagne donc 50 000 euros par mois. C'est assez cohérent par rapport à ce qu'on a dans l'effectif. C'est même plutôt bas par rapport à notre moyenne de salaire. Et puis j'ai réussi à caler une petite option d'achat qui est de 5 millions d'euros. Bon, c'est peut-être assez élevé, vous me direz, mais ça a le mérite d'être placé. Et au moins, s'il fait une très bonne saison et qu'il nous emmène en première ligue, on pourra lever cette option d'achat. Et puis en tout cas, c'est une possibilité. Et puis si jamais ça nous plaît pas, on pourra également le faire, ne pas reconduire ce prêt. Donc voilà, je trouve que Derry John Merkin, c'est vraiment une belle recrue. En plus, c'est un joueur anglais. Et là, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure pour le recrutement de Leikel Samuel. C'est aussi un joueur anglais. Et pour l'instant, ce mercato avec Kemar Roof, c'est un mercato 100% anglais. C'est des joueurs qui connaissent le championnat et qui ont la nationalité anglaise. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît. J'ai envie de redonner une âme anglaise à Norwich. On voit qu'il y a pas mal de joueurs un peu qui viennent de partout. C'est souvent le cas en Première Ligue. Mais moi, j'ai envie de créer ce noyau dur qui vient du Royaume-Uni, tout simplement. Donc voilà pour ce qui est des arrivées. Au niveau des départs, et là c'est là que ça devient assez intéressant, c'est que ça a été très compliqué de vendre des joueurs en championship. C'est vraiment très difficile d'aller essayer de vendre des joueurs qui viennent de ce championnat, tout simplement parce qu'ils ont des salaires beaucoup trop élevés. Donc je vais rapidement vous montrer les deux ventes que j'ai réussi à faire. Donc le premier c'est Jonathan Tomkinson qui était un joueur de 22 ans américain, défenseur central qui était un joueur de rotation chez nous, qui a fait une seule apparition à Norwich en quelques années, là, 2019-2023. C'était pas suffisant et donc je l'ai vendu à Bolton. C'était pas un gros salaire, c'est juste voilà une petite vente anecdotique. Et la deuxième vente, c'est une satisfaction pour moi d'avoir réussi à le lâcher. C'est Jacob Sorensen, qui est un joueur qui me correspondait pas. Ça fait plusieurs années qu'il était à Norwich, donc entre 2020 et 2023, il a jamais vraiment euh, fait une saison pleine, si ce n'est sa première saison là en Championship. Mais ensuite, on voit que c'est seulement 10 matchs en Première Ligue et puis 19 il y a deux saisons du coup en 2022-2023. C'était pas suffisant. J'avais pas forcément besoin de ce 6 dans ma tactique. Donc, c'était un gros salaire hein, aussi, 100 000 euros de salaire. Et la grosse satisfaction, c'est du coup d'avoir réussi à le vendre. J'ai réussi à le vendre pour 0 € par contre à Palerme parce que c'était un joueur qui était en fin de contrat à la fin de la saison. Et donc c'est un joueur qui a été bradé à Palerme, mais bon, il nous économise du salaire et ça c'est pas négligeable, sachant qu'il aurait vraiment pas joué de mon côté. Donc voilà, on va se satisfaire de cette vente. Je vais en profiter aussi pour vous montrer les joueurs que j'ai pas réussi à faire partir parce qu'il y a vraiment une, euh, une bonne bande de joueurs que j'ai pas réussi à faire partir, qui rentrent pas du tout dans mes plans, mais alors pas du tout. Et c'est là que ça devient assez compliqué quand on a un club de championship dans FM, c'est qu'il y a des joueurs qui sont là qu'on n'arrive pas à faire partir tout simplement parce qu'ils ont un trop gros salaire. Et le premier c'est Christian Fasnacht, donc c'est un joueur suisse de 30 ans
qui a joué pendant assez longtemps aux Young Boys de Berne. Et donc on le voit, hein, il a fait qu'une seule apparition, qu'une seule entrée en Championship en 11 matchs chez moi. Il a un gros salaire de 101 000 euros. Et il est en fin de saison il est en fin de contrat à la fin de la saison. Et donc c'est un joueur sur lequel je ne compte pas trop. Mais par contre, j'ai pas réussi du tout à le vendre. Je vais vous montrer également les autres joueurs que j'aurais aimé faire partir en cette fin de mercato. Il y a donc Ante Körnak, c'est un Croate de 20 ans qui est arrivé cette saison à Norwich. Il vient d'arriver donc pour 1,3 million d'un club croate. Il a une belle valeur marchande, il a un salaire assez correct et il a un long contrat. Par contre, c'est pas vraiment un joueur qui m'intéresse dans un premier temps. J'avais envie de le prêter. Je pense que 20 ans en Championship, ça peut être assez faible. Notamment, j'ai pas mal de monde sur les ailes. J'ai Hernandez, Borja Sainz, Forson. J'ai énormément de choix sur les ailes et franchement, j'avais pas besoin de ce joueur-là. Donc j'ai essayé par tous les moyens de le lâcher, que ce soit en prêt, que ce soit en transfert, mais j'ai pas réussi. Il entre pas dans mes plans. Donc pour l'instant, il fait partie de l'équipe U21. On verra s'il pourra peut-être trouver une voie de sortie pour le prochain mercato. Et puis le dernier indésirable que j'ai pas réussi à faire partir, c'est Emiliano Marcondes. Donc un Danois, on le voit, c'est souvent des Danois en fait, c'est une diaspora, il y a une sacrée diaspora danoise à Norwich tout simplement parce que le coach actuel est danois et donc il a réussi à faire arriver pas mal de joueurs de son pays chez les Canaries. Donc voilà, moi pareil, Marcondes c'est un joueur intéressant, hein. Il a plutôt des bonnes stats. Après, j'ai envie d'avoir un effectif assez court. J'ai pas vraiment envie d'avoir trop de joueurs, d'empiler les joueurs à certains postes. Et c'était un choix fort de le placer en U21 et en disant, bah voilà, je compte pas du tout sur toi. Mais voilà, il est pas parti non plus. C'est un gros salaire à 92 000 euros en fin de contrat à la fin de la saison. C'est pareil, c'est des contrats courte durée qui m'intéressent pas tellement et donc même si c'est un joueur qui a un peu d'expérience, qui a quand même des qualités, et ben pour l'instant il est en U21 et donc voilà, pour toutes ces raisons c'est un peu compliqué de vendre en Championship, donc vous la testerez et puis on verra ce que ça pourra donner. Donc pour le prochain mercato on essaiera de vendre tous ces joueurs là et puis de regarder si on arrive à obtenir un petit peu d'argent avec tous ces joueurs. Donc ça me permet d'enchaîner sur le début de saison. On va regarder un petit peu ce que ça a donné au niveau des résultats. On s'était quitté à la fin de la pré-saison qui avait été achevée par une défaite face à Aston Villa. On s'était quitté sur une défaite à Leeds. Donc une défaite assez rageante puisqu'on avait dominé. Je vous laisserai regarder si vous l'avez pas vu l'épisode 2 où on avait largement dominé ce match mais on avait été puni par Leeds en fin de rencontre. Ensuite, on a enchaîné avec Plymouth, donc match de Cup, gagné 4-1, très rassurant. Et puis, il y a eu donc des victoires successives à Watford, à Portsmouth, qui m'ont permis de me dire que finalement, cette défaite de Leeds, c'était pas important, et puis qu'on allait tout doucement dérouler, avant qu'on enchaîne plusieurs défaites face à Sheffield et face à Burnley. Une défaite extrêmement humiliante face à Burnley. Et je pense qu'à ce moment-là, on a été vraiment surpris par le niveau de certaines équipes en Championship. Je pense qu'on avait une équipe qui était assez capable de dominer face à des petits, de gagner les matchs facilement face à Plymouth, Watford, Portsmouth, qui sont des adversaires face à lesquels on va dominer et face à lesquels notre intensité va faire beaucoup de mal. Par contre, ce que j'avais pas anticipé, c'est que face à des adversaires comme Sheffield ou comme Burnley qui ont des joueurs d'un calibre peut-être même supérieur au nôtre, et ben on s'est trouvé en grande difficulté. On va regarder ce match de Sheffield parce que Sheffield c'est une équipe encore plus que Burnley qui m'a pas mal impressionné. Je trouvais que c'était une belle équipe à affronter. Et donc, on en reparlera, mais c'est une équipe qui jouait à 5 derrière. Et j'ai remarqué qu'on a énormément de mal aussi à jouer contre des équipes qui sont à 5 derrière. Bizarrement, il y a toujours. Quand on joue face à des équipes qui jouent à 5 on a tendance à perdre. Donc, il y a vraiment quelque chose à creuser là-dessus. En tout cas, on le voit hein, sur les stats, on était assez dominateur, mais on réussit à se faire punir. Et puis, ce que j'ai vraiment pu remarquer durant ces différentes défaites,
c'est qu'on était mené dans la possession du ballon. Et ça nous faisait pas mal défaut parce que quand on est dominé par un adversaire, c'est bien de pouvoir de temps en temps faire tourner le ballon, essayer de récupérer un peu la balle et de pas tout le temps courir après. Et malheureusement, on n'arrivait plus à le faire. Donc on a eu vraiment une période en fin août là, de grand doute avec, qui s'est clôturée par une défaite amère en Cup face à Stoke là aussi. Donc défaite 1-0 en dominant outrageusement la rencontre, 1,20 d'expected goals et 0,91 pour Stoke. Et puis au niveau de la possession, c'était plutôt équilibré, mais globalement les notes des joueurs étaient pas bonnes. C'était un match un peu moyen. Et donc, fin août, à un moment où les matchs se succèdent, parce qu'on le voit, hein, là, on est quasiment à 7 matchs en un mois. Ça faisait 2 matchs par semaine. J'avais énormément de blessures. J'avais une défense qui commençait à prendre l'eau avec ce 6-2 face à Burnley. Et donc, il a fallu trouver des solutions pour remédier à ça et puis attaquer le mois de septembre un peu plus sereinement. Et donc le mois de septembre a été extrêmement rassurant avec 4 victoires en 5 matchs. Et donc on a déjà affronté des équipes un peu plus faibles, hein. C'est le constat qu'on peut faire. QPR, Luton, Sheffield Wednesday, Derby County, Coventry, c'est des équipes qui sont un peu plus faibles, plus à notre portée, et ça correspond à ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on joue des équipes un peu plus faibles, on a tendance à gagner. On n'est pas trop surpris pour le moment. Ça, c'est plutôt bien. Quand on domine, on domine vraiment, et puis on se fait généralement pas trop surprendre. On a réussi à récupérer pas mal de joueurs qui revenaient aussi de blessures, c'est important de le dire, en septembre. Et donc tout est rentré en ordre, je trouve, au niveau des résultats et des performances. On a aussi, j'ai oublié de le dire, mais j'ai pas beaucoup changé ma tactique durant ces mois où ça a été un peu compliqué. Enfin, en tout cas, c'est cette petite passe fin août là qui a été compliquée. J'ai pas du tout changé ma tactique, j'ai pas du tout changé mon 11 de départ. J'ai toujours fait confiance aux mêmes joueurs. On le voit, le 11 c'est à peu près le même à chaque fois. C'est peut-être ce qui m'a fait défaut aussi à la fin du mois d'août de parfois ne pas faire suffisamment tourner. Mais en tout cas, on voit que ça revient dans l'ordre et puis on a des joueurs qui, petit à petit, ont réussi à retrouver leur niveau habituel. Et donc, on le voit, 3 victoires enchaînées avant une défaite assez inquiétante. Je vous le cache pas, à Swansea, donc 4-0 à l'extérieur. Et là, c'est vraiment tout ou rien. C'est un passage à vide en plein milieu de la semaine. Il me semble que c'était un match qui avait lieu un samedi, mais qu'on en avait eu un le mardi. Je crois qu'on avait enchaîné 2 matchs durant la même semaine. Et en fait, ça, c'était le deuxième match. Et j'ai clairement senti que les joueurs n'étaient pas concernés. On le voit, 37% de possession, 5 tirs à 13 et 1,92 d'expected goals pour Swansea. Donc là, c'est un match, un non-match, j'ai envie de dire même de notre part. Et donc c'est vraiment le seul point noir là de ce mois de septembre. Autrement, on a vraiment bien réagi. On a ensuite gagné contre Derby County 3-2. Avec la manière de nouveau, donc 75% de possession, 16 tirs, 2,55 d'XG. Et toujours, on le voit, ce fameux 11 en 4-2-3-1, McLean, Gibbs au milieu, Nunez qui reste plutôt en 10, et puis sur les côtés, Hernandez, Forson. Souvent, on a Borja Sainz aussi à gauche. Hernandez, c'est un petit peu notre 12e homme. Mais globalement, l'équipe, elle ne change pas, c'est la même, vous l'avez compris. Et puis, les résultats sont cohérents. Donc face à Coventry, victoire 4-1 sur notre pelouse, 3,25 d'XG. Donc c'était vraiment le festival avec un quadruplé de Josh Sargent qui nous faisait un début de saison mitigé. C'était pas catastrophique, mais il était seulement à 4 buts en 10 matchs. Donc voilà, c'était pas incroyable, mais on s'attendait à mieux de lui. Et puis là, il nous claque un quadruplé. Donc franchement, rien à dire. Gros début de saison aussi de Forson, on va en reparler tout à l'heure. Mais ce que je vais pouvoir dire pour cette amélioration là de résultats au mois de septembre, c'est à mon avis peut-être une tactique qui est un peu moins, un petit peu moins, avec un peu moins d'intensité. En
fait, j'ai décidé de baisser l'intensité de mes matchs. Je voyais que c'était un petit peu compliqué là sur le début de saison d'enchaîner. On avait des joueurs qui se blessaient, on avait des joueurs qui étaient souvent à bout de souffle au bout de la 50e minute de jeu, et encore si c'était pas à la mi-temps. J'avais beaucoup de mal à faire tourner, et j'avais une équipe qui se jetait un peu des fois dans la gueule du loup, et c'est ce qui nous a fait défaut, je pense, face à Burnley notamment, peut-être même contre Swansea. Et là, sur ces deux derniers matchs contre Derby et contre Coventry, ce que j'ai décidé, c'est de demander aux joueurs de jouer plus lentement, de garder le ballon, d'essayer de maîtriser le sujet et d'avoir davantage de temps calme. Parce qu'on est une équipe, vous l'aviez vu dans notre dernier match face à Leeds, qui aime proposer, qui aime mettre énormément de pressing. On joue d'ailleurs avec une mentalité de gegenpress, mais on voyait que c'était pas viable. Et franchement, là, je suis plutôt content d'avoir réussi à apporter cette petite modification à ma tactique. Et puis, on va voir ce que ça donne face à Hull tout à l'heure, mais clairement, c'est plutôt de bon augure pour la suite. Donc après 11 journées de championnat, on se hisse à la quatrième place de Championship. On a 7 victoires et 4 défaites avec simplement plus 2 de différence de but. Donc on le voit, c'est un petit peu tout ou rien, puisqu'on a donc 7 victoires, 4 défaites, 0 nul, et une défense qui est pas top pour l'instant, on a pris pas mal de buts, notamment contre Burnley 6-2, et puis contre Swansea, on avait perdu 4-0. Je pense que sans ces deux défaites un peu humiliantes, on serait beaucoup mieux au niveau de la différence de but. Donc c'est peut-être quelque chose, c'est peut-être des problèmes qui ont été un peu isolés, et il faut pas généraliser. C'est plutôt un bon début de saison, je trouve, dans l'ensemble. C'est une équipe qui est encore en train de se chercher. En revanche, je pense que c'est très important en Championship de se hisser dans les 7-8 premiers dès le début de la saison. On le rappelle, on est sur un championnat où il y aura 46 rencontres. Donc c'est ultra important de savoir se placer dès le début et de montrer qu'on va faire la guerre à des équipes comme Leeds, comme Middlesbrough, comme Hull City, et qu'on est capable de se hisser sur les places de barragistes directement. Donc maintenant, je vais passer au top et flop de mon effectif. On a joué 11 matchs pour le moment. Ça nous permet d'avoir une petite idée de qui sont nos MVP, qui sont nos joueurs les moins bons, enfin en tout cas ceux qui nous ont vraiment déçus. J'avais envie de vous montrer deux joueurs qui ont été ultra importants sur ce début de saison, qui ont été un peu tout simplement mes meilleurs joueurs depuis le début de la saison, et ceux qui ont brillé et qui nous permettent aujourd'hui de nous hisser à la quatrième place. Et si je décide de vous les montrer, c'est parce que c'est pas forcément évident. C'est pas des joueurs qu'on attendait forcément à ce niveau-là. Le premier, c'est Shane Duffy. Donc un défenseur central irlandais de 32 ans qui est arrivé cet été à Norwich, qui venait de Fulham, où il avait un peu le statut de vieux briscard, et donc ça collait plus forcément pour la première ligue. En tout cas, c'était un petit peu faible. Il était blessé sur le début de saison, il n'a pas pris part aux 5 premières rencontres, et il a joué les 6 dernières en tant que titulaire. Il a réussi à marquer 2 buts, parce que si vous regardez un petit peu au niveau du jeu de tête, c'est 16, donc c'est un véritable atout sur corner. C'est un joueur qui est encore à 3 étoiles et demie, alors qu'il est voilà, dans la fleur de l'âge, voire peut-être sur le déclin. Et pourtant, dans les performances, il n'est pas du tout sur le déclin. Il enchaîne les bonnes performances, hein, on le voit là sur les derniers matchs. Il est voilà, généralement proche des 7 de note moyenne. Donc c'est très satisfaisant. C'est un défenseur qui arrive à encadrer Doyle, qui est juste à côté de lui, qui est un joueur plus jeune prêté par Manchester City. Et donc, au niveau du leadership aussi, c'est un joueur qui a d'énormes qualités. Et pour l'instant, c'est vraiment un sans faute qu'il est en train de nous faire. Et c'est vraiment un maillon essentiel, je dirais même le maillon essentiel de cette défense chez nos Canaries. Ensuite, on a le deuxième, et là donc c'est vraiment la révélation de ce championnat, Amankwa Forson, donc un jeune Ghanéen de 21 ans qui est donc arrivé lui aussi cet été
à Norwich. Il fait partie, je pense, de ce nouvel actionnariat Norwich américain qui essaie de recruter des joueurs un petit peu dans des championnats voilà, les championnats du Nord. En Autriche, là, on le voit, il jouait à Salzbourg. Il avait pas tellement percé, hein. C'est un joueur qui a été pris comme ça, je pense, par la cellule de recrutement, qui a été scouté. Et c'est une énorme satisfaction. C'est le joueur de notre début de saison, en tout cas sur le plan offensif, avec, donc on le voit, 6 matchs en tant que titulaire, 5 entrées, 8 buts, 2 passes D, 3,24 d'expected goals à lui seul, et 2 fois homme du match, 7,40 de note moyenne. Donc c'est vraiment un sans faute de la part de Forson. C'est un petit joueur vif qui a pas des stats incroyables pour le moment par rapport à d'autres joueurs qu'on peut voir dans mon effectif. Par contre, il a il avait ce côté 12e homme en début de saison. Il rentrait, voilà, en fin de match et il a jamais été décevant. À chaque fois, il a réussi à nous procurer des belles émotions en marquant en fin de match. Et puis petit à petit, donc il a réussi à gratter des titularisations. Et puis on le voit là sur les 6 derniers matchs, c'est lui qui a été titulaire donc à 6 reprises. Et donc maintenant, c'est devenu un joueur essentiel de mon 11. C'est même le joueur essentiel de ce début de saison. On le voit, il a un contrat de long terme, mais sa valeur marchande a énormément augmenté. Donc j'ai envie de dire, Forson, c'est le joueur qu'il nous fallait, la recrue qui a été faite, donc pas par mes soins, mais par le club cet été, qui nous amène énormément de bonheur à Carrow Road. En tout cas, pour l'instant, c'est vraiment une très très belle recrue. C'est un joueur qui est polyvalent, mais qui joue généralement sur l'aile droite. Je l'ai aussi tenté en 9,5, juste derrière Sargent. Il y a quelques matchs où il a pu aussi évoluer à ce poste-là, derrière l'attaquant. Il a été également satisfaisant. Donc potentiellement, c'est un joueur, voilà, qui pourra peut-être être amené à jouer à différents postes. Même, je l'ai même essayé en tant qu'attaquant avancé, puisque c'est vraiment un joueur qui marche sur l'eau en ce moment. Donc voilà, il est gaucher, il a tout ce qu'il faut pour réussir, il a une pointe de vitesse remarquable. Et donc retenez ce nom, Amankwa Forson, Ghanéen, 21 ans, qui sera désormais, qui fera partie de mes vidéos, qui fera partie de mon 11 et que vous verrez énormément dans mes prochaines vidéos. Au niveau des petits regrets cette saison, enfin en tout cas des joueurs qui ont été décevants, j'ai commencé avec un joueur que je vous définissais comme mon MVP en début de saison quand je vous présentais mon 11, c'est Borja Sainz, donc un Espagnol de 23 ans qui joue sur les ailes, sur l'aile gauche plus précisément, et qui a des stats incroyables, qui est d'ailleurs irréel, l'un des tout meilleurs joueurs de Championship, qui est suivi par l'Atlético Madrid, qui va forcément, soit cet hiver, soit cet été, quitter Norwich pour partir dans un grand club. Et là, moi, chez moi, actuellement, en Championship, il a fait 9 matchs, enfin 10 matchs dont 9 titularisations. Pour l'instant, c'est catastrophique avec un 6,68 de note moyenne, un but, une passe D. C'est vraiment pas à la hauteur de mes espérances, c'est vraiment pas suffisant. Et franchement, je suis pas fan de ce joueur pour l'instant. Je suis même en train de me demander s'il va pas pouvoir nous ramener un petit peu d'argent, peut-être pas dès le prochain mercato, mais plus rapidement que ce que j'imaginais, peut-être cet été. S'il se retrousse pas les manches, ça fait plusieurs fois que j'essaye d'aller le voir pour lui parler, lui dire, de l'avertir, pour lui dire que ses prestations sont pas assez bonnes. Il me promet de faire mieux, mais il le fait pas. Donc voilà, pour l'instant, Borja Sainz, énorme déception. Et la deuxième déception de ce début de saison, pour le coup, c'est une de mes recrues. C'est Kemar Roofe. Donc Kemar Roofe que j'avais recruté cet été pour pallier un manque de qualité en attaque. Il était censé vraiment épauler Josh Sargent sur le front de l'attaque. J'avais prévu de les faire jouer tous les deux à ce poste-là. Mais Kemar Roofe, c'est un joueur qui est extrêmement fragile physiquement. Et c'est un joueur qui a pas, qui a
absolument pas joué. Il a fait un match, il est rentré 4 fois. Il s'est blessé à 3 ou 4 ou 5 reprises, je sais pas combien de fois, mais on le voit là. Donc il est arrivé cet été et depuis il s'est déjà blessé donc 3 fois avec des absences de 4 semaines, 3 semaines et 7 jours. Des absences consécutives, hein, donc des rechutes à chaque fois. Donc c'est plutôt décevant. C'est un joueur qui, quand il est rentré, n'a forcément pas été très bon puisqu'il est à court de rythme. Il a une mauvaise une note moyenne. Mais voilà, je vais peut-être essayer petit à petit. Là, il revient tout doucement de l'intégrer. En tout cas, il fera partie du groupe. Il risque de rentrer en fin de match, mais il est loin des espérances que j'avais en début de saison, qui était peut-être d'avoir un Kemar Roof qui soit le meilleur buteur de notre équipe, qui soit un élément indispensable. On le rappelle, j'avais même mis une clause de prolongation de contrat dans son contrat, hein, pour pouvoir le prolonger si besoin. Mais pour l'instant, on se dirige vers une déception, hein. C'est pas fini. Il reste encore 30 matchs. C'est pour ça que c'est important de le dire, hein. En Championship, la saison est très très longue. C'est pas fini, on compte encore sur lui, mais pour l'instant, c'est une grosse déception. Donc voilà, au niveau des déceptions, c'est Borja Sainz et Kemar Roof. On espère qu'ils pourront nous apporter un peu mieux très prochainement. Et puis nous, on va tout doucement passer à ce premier match. Enfin, à ce 12e match face à Hull City, du côté de Hull City. En tout cas, il y a des joueurs qu'on connaît un petit peu. Joao Pedro, qui est un ancien joueur de Cagliari, 32 ans, buteur dans la fleur de l'âge. Il a un bon niveau, hein, il a toujours un bon niveau, donc ça peut être assez inquiétant devant. On a Chris Bedia aussi, un ancien joueur de Sochaux, prêté par l'Union Berlin, qui fait plutôt un bon début de saison à Hull. Qui on a encore de connus? Omour qui jouait à Trabzonspor. On a, je crois, aussi le défenseur gauche, si je me souviens bien, l'ancien défenseur gauche de Brest, Uronen, finlandais. Donc également un bon petit joueur. Et puis c'est une équipe qui joue en 4-3-3. Il y a aussi Anthony Ratiopi, formé à Lyon, un Suisse de 25 ans qui est, je crois, une très très bonne, un très très bon portier du championnat, donc à surveiller de près. En tout cas, nous, on va partir avec notre équipe habituelle. On a juste notre gardien remplaçant, Long, qui est blessé, donc on va faire grimper un joueur de la réserve, mais autrement, on va rester sur ce fameux 4-2-3-1 avec notre défense habituelle, notre milieu habituel. Borja Sainz qui conserve quand même sa place de titulaire à gauche. Forson du coup à droite, Sargent devant, Nunez en numéro 10 et puis donc Kemar Roof qui sera sur le banc. On a aussi Onel Hernandez qui est un petit peu à court de forme puisqu'il était en sélection internationale. Donc on va le garder au chaud sur le banc et puis il pourra rentrer si besoin. Allez, c'est parti. On démarre ce match face à Hull City à l'extérieur sous la pluie. Donc je le rappelle, hein, Hull City qui est actuellement sixième du championnat, qui a connu, je ne vous l'ai pas montré au niveau de leur calendrier, mais ils ont vraiment eu un mois d'août exceptionnel où ils ont fait partie des tout premiers du championnat. Ils ont enchaîné énormément de victoires et puis là ça se casse un peu la gueule au niveau des performances. J'ai vu qu'ils étaient sur quelques défaites d'affilée. Donc attention là avec Nunez qui décale bien sur la gauche avec Krizen, notre défenseur gauche qui a frappé ses corners. Nunez pour le centre, c'est récupéré par les joueurs de Hull. Et donc va falloir se méfier un peu de cette équipe parce que j'ai regardé tout à l'heure ils ont en possession moyenne en Championship, ils sont à 60%. Donc largement devant nous, on doit être à 53, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est une équipe qui aime avoir le ballon et qui réussit à l'avoir. Donc attention là avec Nunez qui récupère Forson, penalty. Penalty, penalty accordé encore un penalty obtenu par Forson, notre ailier là qui encore une fois se montre décisif. Et c'est Josh Sargent qui va le tirer. C'est frappé, c'est but. C'est but face à Ratiopi à contre-pied, parfait.
Josh Sargent pour son neuvième but de la saison, donc il revient bien hein, au niveau des stats. Il était pas top là, je le disais tout à l'heure, mais il a réussi sur ses deux derniers matchs, donc avec son quadruplé et puis ce match-là, il réussit à remonter un peu la pente, donc c'est très bien du côté de notre attaquant américain. Attention là avec Gibbs qui attaque côté gauche avec Borja Sainz qui entre dans la surface, ça frappe, c'est Nunez. Et c'est sauvé par Rakiopi. Très bien joué là encore cette action où on monte toute notre qualité de projection. Et on le voit, une victoire là nous permettrait de monter à la deuxième place. Donc on va continuer comme ça. On démarre plutôt bien là au bout de 34 minutes. La possession s'est équilibrée. Les frappes elles sont clairement de notre côté. De leur côté il n'y a rien du tout. Donc on n'est pas inquiété et on va essayer de continuer sur ce chemin. Allez bien ça avec Stacy qui récupère. On fait tourner un peu derrière. Duffy. Tac, allez, ça enchaîne avec Cluisen côté gauche. Cluisen qui continue. Derrière avec Borja Sainz, ça frappe et c'est sauvé par Rakiopi. Je le disais, le très bon gardien suisse que Lyon d'ailleurs doit se regretter aujourd'hui. Ça fait partie des joueurs comme ça, des fois qui sortent des centres de formation qu'on a tendance à lâcher un peu vite, un peu trop vite, puisqu'il ferait, je pense, pas mal de bien à Lyon actuellement, ce joueur-là. Allez, corner avec McLean, c'est beauté, pied gauche, et c'est encore rattrapé par le portier de Hull. Et corner côté Hull, Ironen, c'est frappé, récupéré par Doyle, ça frappe, attention, cafouillage. Ouh, première frappe, première incursion des Oranges chez nous, et ça va être tout doucement la mi-temps. Très belle première mi-temps de notre part, grosse domination. Par contre, au niveau de la possession, on le voit, on a reculé un peu là. Ils ont repris les devants, à mon avis, sur la fin de cette première mi-temps. 6 tirs à 3, 5 cadrés, 0 de leur côté. Bon, voilà, pour l'instant, c'est une première mi-temps rêvée. Tac, 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 on le voit, on a tendance à attaquer un peu plus du côté droit. Donc sur l'aile droite avec Forson, même beaucoup plus, j'ai envie de dire, puisqu'on est à 68%. C'est notre côté fort, hein, Stacey, Forson, c'est vraiment notre côté fort cette année. Donc on va essayer de continuer comme ça. Je vais pas changer grand-chose. Par contre, j'en avais pas parlé tout à l'heure, j'ai un match. J'ai un match ensuite face à Middlesbrough. J'enchaîne mardi, hein, donc là on est samedi. J'enchaîne dès mardi face à Middlesbrough en Championship toujours, donc il va falloir faire tourner. Je vais faire attention de là vers la 60e de commencer à faire sortir un peu les joueurs qui tirent un peu la langue parce qu'on le voit vite, hein. En Championship, il y a 46 matchs, ça s'enchaîne beaucoup. On a souvent des joueurs qui sont fatigués dès le début de la première mi-temps. C'est assez fréquent, hein. Vous me direz si en commentaire si vous avez je sais pas, vous faites des carrières aussi en Championship peut-être, si vous avez aussi des joueurs qui ont tendance à fatiguer rapidement comme ça. Ouh, Borja Sainz. Encore une fois, Borja Sainz, il n'arrive pas à trouver. On le voit remuant hein, là sur ce match, plus que d'habitude, j'ai envie de dire, mais toujours pas récompensé pour ses efforts. Donc, il faut continuer comme ça. Duffy, ça frappe et c'est rattrapé par Rakiopi. Allez, 55e minute de jeu. Stacey Forson, Gibbs. Stacey côté droit, Gibbs. On a un très bon milieu de terrain là, hein, avec McLean. J'en parle pas beaucoup, mais McLean et Gibbs, c'est vraiment des joueurs qui sont hyper fiables. D'ailleurs, j'en profiterai pour vous faire un petit épisode, je pense que ce sera le prochain, sur une thématique que j'ai envie d'aborder, c'est la jeune génération à Norwich. Là, on a vraiment des très bons joueurs. On a notamment Jonathan Raoult là, qui est prêté à Marseille, qui est le plus connu, qui est toujours sous contrat d'ailleurs à Norwich, hein. Par contre, il y a une belle option d'achat. J'en avais pas parlé dans la première vidéo, mais il y a une belle option d'achat de 20 millions, je crois, qu'on pourra, enfin, que l'OM va sûrement lever, je pense, en fin de saison.
Voilà, il y a vraiment des joueurs sur lesquels je compte. Là, je pense à Gibbs, je vous le montre rapidement, Liam Gibbs, Kellen Fisher. On a un jeune A.J. Bridge, je sais que je vous ai pas encore montré sur le banc. On a vraiment une jeune génération très 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 prometteuse à Norwich et j'ai envie de faire un focus là-dessus. Donc je le ferai pour le prochain épisode. Allez, on se reconcentre sur le match là. Donc, dans un premier temps, je vais faire sortir Chrisen, qui est notre défenseur gauche, qui a assez souffert là, qui est un peu à court au niveau de la forme. Je vais faire rentrer Murkin, notre recrue, qui nous est prêté par Schalke. Et ensuite, tac, 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 je vais regarder ce que ça donne. Il y a peut-être, euh, il y a peut-être moyen de faire sortir Borja Sainz, de faire entrer Onel Hernandez. Puis devant, on va pas trop prendre de risques non plus je pense, avec Forson. Non, Forson est encore bien. Avec Nunez, peut-être, on va faire rentrer Kemar Roof. Hop, on va lui donner enfin du temps de jeu. L'associer à Sargent devant, qui va reculer d'un cran. Puis on a quand même une attaque qui est toujours qualitative là. On laisse notre milieu tel quel pour le moment. Par contre, je tarderai pas à sortir peut-être McLean là qui sera à mon avis le premier à fatiguer. Et il faudra lui qui soit en forme pour affronter Middlesbrough mardi parce que Middlesbrough, je les ai vus tout à l'heure, ouais, donc ils sont troisième au championnat, donc c'est un gros match là qui nous attend. Il faudra avoir 11 joueurs en forme. Allez, on enchaîne avec Stacy côté droit, Gibbs qui envoie ce ballon en centre, c'est récupéré. Ça repart côté gauche avec Murkin, McLean, Gibbs, McLean. Allez, Murkin, côté gauche. Il va. Non, il n'arrive pas à chercher Onel Hernandez, donc ça repart côté Hull City. C'est récupéré. Hop, Forson qui envoie Hernandez au but. Il frappe et c'est le but. But de zéro. Est-ce qu'il n'y a pas un hors-jeu? Ouais, si. Je l'avais un peu vu. Hors-jeu. Dommage. Ça aurait été bon à prendre là un deuxième but pour se mettre au chaud. Allez, Rouve qui envoie Forson dans la surface. Non, c'est récupéré. Forson, encore une fois, omniprésent. Encore une fois, homme du match, je pense, hein, avec sa performance. Non, non, 6,7 pardon. Pas une performance énorme, mais bon, c'est quand même lui qui obtient le penalty, donc c'est encore une fois un élément ultra important dans ce match. Stacy côté droit, lui par contre, il nous fait un gros match. Stacy, Forson, ça frappe et c'est but. Cette fois-ci, Onel Hernandez, est-ce que c'est un hors-jeu? Encore une fois hors-jeu, encore une fois hors-jeu. On voit la connexion entre les deux ailiers, la Forson Hernandez qui marche plutôt bien depuis l'entrée de Hernandez par rapport à Borja Sainz. Je le disais tout à l'heure, c'est un joueur qui est beaucoup moins coté Hernandez, mais qui nous fait un meilleur début de saison. Et là, on le voit encore une fois, on met la pression sur le but de Hull alors qu'on est toujours en train de gagner. Hop, je vais faire une petite pause et puis je vais faire entrer du 109. J'ai pas énormément de choix au milieu de terrain. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement faire rentrer A.J. Bridge à la place de McLean. Bon, c'est un joueur qui est tout jeune, qui est peut-être un peu moins fiable. Donc ça me dérange un peu là de le faire rentrer en fin de match comme ça. Je me demande si je vais pas essayer de passer à 5 derrière en fin de match. Je vais me laisser encore un peu de temps. Hop, je vais inverser les deux rôles parce que Gibbs est meilleur en récupérateur. Je vais demander aux joueurs d'être un peu plus prudents. Hop, tac, d'être plus disciplinés. Allez, il faut espérer qu'on maintienne ce score là, c'est important. Parce qu'une victoire serait très 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 intéressante sur le plan comptable pour se hisser vraiment au top du championnat. Attention là avec un corner pour Hull.
Ratiopi qui est monté, on le voit là dans la surface, attention. Attention, encore un centre. Et c'est un coup franc pour nous. Allez, 89e minute. 89e minute, 5 minutes de temps additionnel et on va la jouer un peu prudent. Désolé, hein, c'est pas forcément très attrayant ce que je fais d'un point de vue prise de risque et tout, mais bon, là c'est des matchs qui sont importants. On joue face à Hull, on n'a pas envie du tout de perdre ce match. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire rentrer Cordoba à la place de Sargent. Hop, on va faire jouer Doyle en tant que défenseur central couverture. On va se mettre à 5 derrière. On va vraiment pas prendre de risques. Et puis, on va confirmer le remplacement. Hop, c'est parti. Attention là, avec une dernière occasion pour Hull City. Simons, Belloumi. Attention, ça frappe. Ouh, c'est juste à côté. Ça a été dévié par Murkin et ce sera un corner pour Hull. Attention à ces situations-là. Ouais, aïe, 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 c'est un gros cafouillage et c'est juste à côté. Il y aura même un hors-jeu là de Camara, ouais, côté Hull City. Et on se dirige tout simplement vers une victoire, oui. 1-0, victoire nette et sans bavure à Hull. Donc, bon, un match correct, hein, on a vu mieux. Du point de vue des stats, c'est très cohérent. 12 tirs à 4, 2,41 d'expected goals. On est toujours très dominateur dans nos matchs. On a un très bon jeu offensif, c'est ce qui me rassure. En tout cas, quelque chose que j'ai réussi à trouver sur ce début de saison assez rapidement. Un peu moins fort dans la possession que nos adversaires, mais c'est pas un souci. En tout cas, on a fait à peu près jeu égal, hein, au niveau de la possession. Voilà, il y a des très bonnes choses au niveau des joueurs. On a Gibbs qui fait plutôt un beau match. En défense aussi, on a Doyle qui a été très bon. Et puis globalement, ouais, c'est toute la défense qui a été correcte avec notre gardien Gunn qui a aussi, pour une fois, j'ai envie de dire, une note au-delà de 7. Donc très bien, on va s'en satisfaire. Un but sur penalty obtenu par Forson. Voilà, je vous le rappelle, Forson, c'est vraiment la grande surprise de ce début de saison. Vous le verrez d'ailleurs en miniature de cet épisode-là. Voilà, c'est le sujet essentiel que je voulais évoquer avec vous dans cette vidéo. C'est le gros début de saison et la grosse surprise de mon début de saison, Forson. Donc on le voit, on est deuxième de Championship. On va avoir un match qui va arriver très rapidement face à Middlesbrough. On le voit dès mardi où il va falloir répondre présent. Et on a un calendrier qui était très abordable, je pense, là en septembre, hein. Donc QPR, Luton, Sheffield, Swansea, Derby County, Coventry. Ça reste abordable. Et là, on enchaîne donc Hull City, Middlesbrough, Sunderland. C'est trois adversaires qui sont assez durs quand même, qui sont bien classés. Donc on voit Hull City qui était sixième, Middlesbrough troisième, Sunderland sixième. Donc un mois d'octobre assez délicat là, avec des matchs qui s'enchaînent. Et puis ensuite on va retrouver, je le regardais, mais on retrouve un calendrier plutôt abordable. Un Stoke, Cardiff, West Brom, Plymouth. Voilà, en novembre ça va le faire. Puis on se retrouvera, je pense, début du mois de décembre pour voir ce que ça va donner avant ouais, voilà, ce Boxing Day et toute cette période-là où les matchs vont s'enchaîner. Ça va être assez chaud. Franchement, le mois de décembre, c'est quelque chose que j'ai hâte de vivre parce que c'est quelque chose qu'on regarde en ce moment à la télé, le Boxing Day. Donc c'est vraiment l'essence du foot et l'essence du foot anglais. Donc je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce si ça vous a plu.